10 applications pour macOS qui peuvent être bien pratiques, la moitié, même plus, en sont gratuites, donc let's go, on perd pas de temps, c'est parti. La première application s'appelle Aldente et c'est cette icône que vous voyez ici dans ma barre des menus de macOS. Et ce que va permettre cette application, c'est de définir un pourcentage de batterie que votre MacBook ne dépassera pas lorsqu'il est en charge. Donc par exemple, moi j'avais mis 80%. Même branché, il ne chargera pas à plus de 80%, ça pour préserver l'autonomie de la batterie. Là vous voyez qu'il est à 65, donc il montera jusqu'à 80, puis stoppera sa charge, sachant que vous pouvez définir ce que vous voulez, mais 80% est un bon pourcentage je trouve pour avoir quand même suffisamment de batterie si jamais vous devez partir à l'improviste avec votre Mac sous le bras, vous en avez quand même assez. Pourquoi vouloir faire ça? Eh bien tout simplement puisque sur les batteries lithium-ion que l'on a dans les ordinateurs portables, dans les smartphones et plein d'autres appareils, vous savez peut-être qu'idéalement il faut mieux éviter de charger la batterie à 100% et aussi la faire descendre à 0%. C'est beaucoup mieux pour la santé de la batterie de garder un entre-deux. Donc là, c'est parfait si, comme moi, vous utilisez souvent votre MacBook branché à un écran externe qui le recharge en permanence. Normalement, macOS est censé faire ça tout seul, hein. Il y a cette possibilité-là dans les paramètres, mais moi, de mon expérience et de celle de beaucoup d'autres, c'est plutôt aléatoire, et ça a impacté ma batterie qui est plus qu'à 90% après 2 ans et demi d'utilisation, donc autant passer par Aldente qui va être certain de le gérer correctement. La version gratuite de Aldente peut parfaitement suffire si vous avez simplement besoin de définir un seuil jusqu'auquel votre MacBook chargera puis s'arrêtera, mais moi j'ai la version premium de Aldente qui est un petit peu différente, vous le voyez, avec beaucoup plus de possibilités. J'ai notamment ce bouton remplir ici qui me permet, lorsque je clique dessus, de remplir la batterie de mon Mac et de ne pas simplement le laisser à 80%. Ça peut être très pratique si vous savez que dans quelques heures par exemple, vous allez devoir partir en cours avec votre MacBook sous le bras ou prendre un train. Vous voulez votre batterie à 100%, le bouton permet de forcer le remplissage au-delà du seuil que vous aurez défini. On a aussi un bouton pour décharger, donc l'effet inverse. Et dans les menus de Aldente, pas mal de petites options que vous allez pouvoir cocher pour choisir à partir de quel moment la charge se fait ou non. Vous pouvez regarder tout ça, moi j'ai pas forcément activé ces options, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment l'intérêt, et surtout c'était utile avec les anciens Mac, les Mac Intel. Les M1 gèrent beaucoup mieux ça, le processeur reste actif même lorsque le Mac est en veille. L'option qui peut éventuellement être intéressante, c'est de cocher le pourcentage de batterie matérielle, donc qui est un petit peu différent du pourcentage de batterie logiciel, celui affiché par macOS. Donc si vous voulez le vrai pourcentage de votre batterie, vous pouvez activer cette option. Ensuite, ce qui est vraiment génial et ce qui était à la base la raison pour laquelle moi j'avais acheté Aldente, c'est qu'on va pouvoir utiliser un mode de calibrage qui va faire des cycles de calibrage de la batterie. Vous voyez qu'elle va monter jusqu'à 100%, ensuite descendre jusqu'à 15%, toujours en ayant le MacBook branché, recharger jusqu'à 100%, rester pendant 1 heure à 100%, puis petit à petit se redécharger jusqu'à atteindre les 80%. Donc ça fait des cycles qui sont beaucoup plus naturels pour la batterie. Elle n'est pas constamment à 80% avec le Mac branché. Vous voyez qu'elle va parfois aller un petit peu au-dessus, redescendre, ce qui fait une utilisation beaucoup plus naturelle de la batterie et qui dans le temps permettra de garder une bonne autonomie sur le MacBook. On a aussi une option de protection de la surchauffe, donc on peut définir une température maximale. Je l'utilise pas parce que en été avec de grosses chaleurs, je trouve ça assez peu fiable par exemple. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ici, alors ce qui est mal traduit mais qui s'appelle le mode voile. Vous voyez qu'on peut définir une différence de pourcentage autour de notre seuil de charge maximale, donc moi qui était de 80%, ce qui fait que lorsque vous avez votre MacBook branché, si vous le débranchez pour aller dans une autre pièce, l'utiliser un petit peu, et qu'il descend à 79% de batterie par exemple, lorsque vous revenez à votre bureau, que vous le rebranchez, il va pas instantanément se remettre à charger pour revenir à 80% et récupérer le 1 petit % restant. Vous avez un seuil que vous allez pouvoir définir, moi j'ai mis 5%, autour duquel le Mac ne se remettra pas systématiquement à charger. Prenez la version gratuite qui à elle seule déjà permettra d'augmenter la durée de vie de la batterie de votre MacBook Pro, mais à mon sens la version payante vaut vraiment le coup, je vous la conseille, je regrette absolument pas de l'avoir acheté.
Deuxième application, c'est Sleeve qui me donne ce petit widget avec ma musique juste à gauche de mon dock. Elle contrôle mon Spotify, sachant que ça marche aussi avec Apple Music et d'autres, je vous laisserai vérifier. Donc je peux faire play, pause sur ma musique, avancer dans le morceau, passer au précédent, passer au morceau suivant. Donc voilà comment ça marche et c'est super discret. Je le place comme ça juste à gauche de mon dock et je peux, si je le souhaite, le placer où j'ai envie. Je peux le mettre ici en haut à gauche ou là en haut à droite par exemple. Donc voilà comment ça marche. Dans les réglages de Sleeve, on a énormément d'options de personnalisation. Alors c'est une application qui est payante, mais alors là pour le coup on peut pas dire que les développeurs se soient foutus de notre gueule, on peut absolument faire ce qu'on veut. On a pas mal de petits widgets prédéfinis que l'on va pouvoir sélectionner en fonction du style et de la taille d'affichage que l'on souhaite, ou alors on fait soi-même des réglages beaucoup plus fins. On va pouvoir modifier les polices d'écriture, les tailles de texte, les couleurs de texte, l'emplacement du widget, la taille qu'il va prendre sur notre écran. Donc ça peut être intéressant en fonction de si vous avez un petit écran sur un MacBook ou alors un beaucoup plus grand écran, soit sur un MacBook, soit sur un iMac. Vous n'avez pas forcément les mêmes styles d'affichage qui sont intéressants d'utiliser, mais en tout cas, tout est personnalisable, vous allez vraiment pouvoir donner au widget le style que vous avez envie d'avoir, peut-être aussi en fonction du fond d'écran que vous avez en dessous. Voilà, les polices ou les couleurs de texte seront pas forcément les mêmes en fonction de ce que vous avez en dessous. Ça peut être intéressant de choisir tout ça. La position, vous la choisissez manuellement ou alors vous la définissez. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi de choisir si le widget sera en dessous ou par-dessus les fenêtres que vous ferez glisser. Donc là, par exemple, si je la déplace, eh bien le widget est en dessous. Et si je change l'option, que je choisis que le widget reste par-dessus, vous voyez que si je place ma fenêtre, eh bien elle sera sous le widget. Donc on va pas tout passer en revue parce que sinon je pense qu'on peut y passer la journée, mais en tout cas voilà ce à quoi les développeurs ont pensé pour nous permettre de personnaliser Sleeve. Et voilà, c'est une application qui est plutôt sympa si vous écoutez souvent de la musique. La voir comme ça sur l'écran d'accueil et sur le bureau, c'est quand même bien pratique et en plus c'est super esthétique. Ensuite, vous le savez, macOS a une façon de nous permettre de mettre à jour les applications qui ont été installées depuis l'App Store. On peut tout mettre à jour d'un coup par exemple, mais si vous avez installé des applications qui ne proviennent pas de l'App Store, ce qui est très souvent le cas, elles ne se trouvent pas ici. Et pour les mettre à jour, le processus est souvent fastidieux, on est obligé d'aller dans l'application en question, de télécharger un nouveau fichier d'installation, de repasser par le processus d'installation, écraser l'ancienne version, mettre le fichier d'installation à la corbeille. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide et intuitif comme expérience utilisateur. Pour améliorer ça, moi j'utilise l'application qui s'appelle Latest. Je vous laisserai juger mon accent anglais, mais en tout cas voilà comment ça se présente. J'ai à l'intérieur de cette application la liste de toutes les applications qui se trouvent sur mon Mac et pour lesquelles j'ai des mises à jour. Que ce soit des applications qui viennent de l'App Store ou alors installées ailleurs. À chaque fois, j'ai la note de version, donc les nouveautés liées à cette mise à jour, et je peux comme ça mettre soit individuellement à jour mes applications en sélectionnant celles que je souhaite mettre à jour et les autres, pourquoi pas faire les mises à jour plus tard. Mais voilà, les notes de version notamment, ici sur celle-ci c'est extrêmement fourni. C'est très pratique, on ne les a pas forcément ailleurs lorsqu'on a installé des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Donc voilà comment fonctionne Latest, soit je mets à jour individuellement mes applications, soit j'ai même un bouton ici qui me permet de mettre à jour toute la liste des applications pour lesquelles une mise à jour est disponible. Application installée d'ailleurs ou application de l'App Store, c'est Latest. C'est gratuit, c'est tout léger comme application, donc si ça vous intéresse, je vous laisse l'installer, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Une application que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui est aussi le sponsor de cette vidéo, c'est Clean My Mac, qui permet de désencombrer son Mac et de le garder en bon état de fonctionnement. Le tableau de bord application de menu me permet de voir rapidement l'état de la batterie, l'autonomie restante de mes périphériques Bluetooth que j'ai connectés à mon Mac, la vitesse de mon réseau, la charge et la température du processeur par exemple. C'est aussi ici que je vais pouvoir voir l'espace restant sur mon disque et s'il commence à être trop encombré, vous voyez que Clean My Mac me propose de faire le ménage et de récupérer ici 8 Go d'espace de stockage sur mon disque.
Pour ça, on peut passer par l'outil Télescope qui permet d'identifier rapidement les fichiers volumineux, et si on se rend compte que ce sont de vieux fichiers qui servent plus à rien, eh bien on peut les supprimer et libérer de l'espace. Ou alors, si on veut automatiser le processus, eh bien on lance une analyse intelligente. Là, ça va scanner l'entièreté du disque et nous proposer de supprimer du cache, des fichiers de langue, des résidus d'anciennes applications, etc. Donc en faisant ça régulièrement, on récupère à chaque fois plusieurs gigas d'espace de stockage. On a aussi Moonlock qui détecte et élimine les malwares en allant les chercher jusque dans les pièces jointes ou les extensions de navigateur par exemple. CleanMyMac permet aussi de libérer de la RAM, ce qui est très pratique pour refluidifier le Mac sans avoir besoin de le redémarrer. Donc si vous voulez remettre de l'ordre sur votre Mac, essayez CleanMyMac gratuitement pendant 7 jours avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo. Et vous avez aussi une réduction sur l'abonnement avec mon code Steven20. Donc profitez-en. Le mode sombre de macOS, il est plutôt bien fait, hein. On peut choisir d'être soit en mode clair, soit en mode sombre, ou alors de passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure de la journée. Le problème, c'est que certains sites comme YouTube prennent en charge le mode sombre, mais d'autres pas du tout. Et ça, c'est bien dommage. Quand on bosse le soir et que l'on passe de l'un à l'autre, bah des fois ça fait sacrément mal aux yeux. Donc moi j'utilise l'application qui s'appelle Noir et qui va nous permettre d'avoir constamment un bon mode sombre lorsqu'on en a besoin. Une fois ajouté à macOS, voilà comment ça se présente. Donc là j'ai une page affichée avec le mode clair et que je sois en mode sombre ou en mode clair sur mon Mac, c'est la même page, ça ne s'adapte pas. Wikipédia ne le fait pas. Eh bien, avec Noir, la première chose que je peux faire, c'est ici, par exemple, forcer le mode sombre. Donc là, la page sera constamment affichée dans un mode sombre, que je sois en mode sombre sur macOS ou en mode clair, vous le voyez. Si je change, ça n'impacte pas la page. Noir a forcé le mode sombre sur tout le domaine wikipedia.com. Mais plus intéressant, on peut passer en mode automatique, qui est le mode par défaut, et qui là adaptera l'affichage de la page du site en fonction du mode dans lequel je me trouve sur macOS, mode clair ou mode sombre, vous voyez. Donc ça, c'est mieux, hein, ça permet d'utiliser le mode automatique de macOS, qui fait une rotation automatique entre le mode clair et le mode sombre en fonction des heures de la journée. Moi, c'est celui que j'utilise. Donc à chaque fois que vous allez vous rendre sur une nouvelle page de site internet qui ne gère pas le mode sombre, vous allez devoir la première fois spécifier dans Noir ce que vous souhaitez comme réaction du site internet. Ici sur Airbnb, vous voyez qu'on n'a pas non plus nativement d'affichage dynamique. Avec Noir, je choisis ce que je veux. Là, l'affichage par défaut qui s'adapte en fonction du mode clair ou du mode sombre de macOS. Donc voilà, c'est la petite contrainte. La première fois que vous allez aller sur le site, vous allez devoir choisir ce que vous voulez comme réaction du site en fonction de votre mode clair ou mode sombre. Là, pour Nike, c'est pareil, mais une fois que vous l'avez fait, le site s'en rappellera, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez un mode sombre qui est vraiment sombre ou alors noir, plutôt gris, plutôt sépia. Vous voyez que vous avez plusieurs options ici pour l'interface. Moi, je le mets en mode noir, ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà comment ça marche, c'est vraiment une super extension pour Safari. C'est tellement dommage que beaucoup de sites internet ne gèrent pas nativement le mode sombre que là, au moins, on peut l'afficher de la manière dont on le souhaite. L'application suivante, alors celle-là elle va vous être très utile si vous avez souvent envie de récupérer des fichiers, des logiciels ou je ne sais quoi sur des sites internet, mais qu'avant ça, on vous demande d'entrer votre email et que vous n'avez pas envie de donner votre email. Vous savez que sur ce site, vous y retournerez plus jamais et vous n'avez pas envie de recevoir leur pub. Moi j'utilise l'application qui s'appelle Tempbox et qui me permet de générer des adresses mail temporaires. Des adresses mail poubelles en quelque sorte que je ne réutiliserai ensuite quasiment plus jamais. Donc voilà comment ça se passe, je clique sur le bouton plus et ici je peux générer des adresses mail totalement random que je pourrais renseigner sur les sites internet qui me les demandent et pour lesquels j'ai pas envie de mettre ma vraie adresse mail. Ou alors, vous voyez que je peux même spécifier précisément le préfixe du mail, le nom de domaine lui est géré automatiquement, le mot de passe peut l'être aussi, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça, j'ai juste à copier et coller mon adresse mail sur la page du site qui me la demande, je peux accepter leurs offres commerciales, j'en ai rien à faire, je ne regarderai jamais les emails commerciaux qu'ils m'enverront. Cette adresse mail, une fois que j'ai récupéré ce qui m'intéresse, je peux même la supprimer. Donc là, le mail est arrivé, j'ai récupéré ce qui m'intéressait, à l'intérieur se trouve le lien de téléchargement pour le logiciel qui m'intéressait, et voilà, ce site n'aura jamais connaissance de ma véritable adresse mail à moi, ils auront simplement celle-ci que je ne consulterai ensuite plus jamais. Là, je récupère mon téléchargement et c'est bon.
je peux dans Themebox, si je le souhaite, archiver cette adresse mail pour, pourquoi pas, un jour, si j'ai besoin de retrouver ce mail et ce lien de téléchargement, eh bien revenir dessus et ensuite créer comme ça autant d'adresses que je le souhaite, générer le mot de passe ou alors le choisir moi si j'ai envie de le gérer, mais la plupart du temps, je génère totalement de manière random ces adresses mail et je les utilise pour les sites web sur lesquels j'ai pas envie de donner ma vraie adresse. C'est extrêmement pratique et l'avantage d'utiliser une application plutôt qu'un site web qui proposerait sensiblement le même service, c'est que là, ces adresses mail que j'ai créées, je peux y retourner un jour si j'ai envie et retrouver d'anciens liens de téléchargement si j'en ai besoin, chose qu'on ne peut pas faire sur les sites internet qui proposent des adresses mail temporaires. Ensuite, depuis quelques temps maintenant, l'écran des MacBook Pro est capable de monter à des 500, 600 nits même pour la luminosité des dernières générations. Donc c'est très bien, ce sont d'excellents écrans, mais lorsqu'on les utilise en extérieur, on serait peut-être pas contre de temps en temps, lorsqu'il y a un bon gros soleil qui tape fort, avoir encore plus de luminosité que ça. En lecture de contenu HDR, il faut savoir que l'écran peut monter jusqu'à 1000 voire 1600 nits, donc minimum le double que l'affichage classique. C'est énorme comme luminosité et des développeurs ont trouvé le moyen de débloquer ce pic de luminosité pour que l'on puisse en profiter à n'importe quel moment et pas uniquement lorsque l'on regarde du contenu HDR. Moi, j'utilise l'application qui s'appelle Vivid. J'ai un petit raccourci dans ma barre des menus et une fois activé, voilà la luminosité maximale que j'ai comparé à lorsque Vivid est désactivé. Donc vous voyez que ça fait une énorme différence et pourtant la luminosité de mon Mac là elle est à fond, on dirait pas, puisque Vivid la décuple, on profite de la luminosité maximale du mode HDR des MacBooks. C'est une énorme différence et lorsque l'on veut travailler en extérieur, eh bien c'est beaucoup plus pratique. Regardez-moi cette luminosité. Donc, très bien, mais évidemment il n'y a pas que des avantages. La batterie par exemple descend beaucoup plus vite, quasiment 2 fois plus vite que si vous aviez la luminosité classique du MacBook à fond. Donc voilà, évidemment c'est pas à utiliser toute la journée. De toute façon, ce serait pas très bon pour l'écran du MacBook. De toute façon, pas d'inquiétude, Apple a une sécurité sur ses MacBooks qui fait que si l'écran devient beaucoup trop chaud, eh bien la luminosité est automatiquement redescendue pour ne pas l'abîmer et les développeurs de l'application Vivid ont été suffisamment intelligents pour ne pas contourner cette sécurité mise en place par Apple. Elle reste, donc vous avez absolument aucun risque d'abîmer votre écran. De toute façon, cette application Vivid, elle existe, je crois, depuis plus de 2 ans et j'ai jamais vu personne qui a eu un problème avec. Je voudrais maintenant vous partager une application qui est géniale si, comme moi, vous avez beaucoup de comptes sur différents réseaux sociaux. Maintenant, il y en a tellement que répondre aux messages privés que l'on a reçus sur Messenger, WhatsApp, en DM Twitter, sur Instagram, Telegram, les messages Discord et tous ceux que j'oublie, ça devient une véritable galère de vérifier à chaque fois à droite à gauche si on n'a pas reçu quelque chose, surtout si comme moi vous avez désactivé les notifications pour la plupart de ces applications. Moi j'utilise Beeper qui est la meilleure solution que j'ai pu trouver puisqu'elle regroupe toutes mes messageries de tous mes réseaux, toutes mes applications au même endroit. J'ai ici toutes mes conversations, même les conversations de groupe, et je peux soit tout afficher au même endroit comme je l'ai fait ici, ou alors filtrer, afficher par exemple uniquement les messages que j'ai reçus à travers Facebook Messenger, ou alors mes DM Twitter. C'est super pratique, et à travers Beeper, vous allez pouvoir lier les comptes que vous avez sur ces applications. Vous avez WhatsApp, Instagram, Twitter, Google Chat, LinkedIn, Facebook, Signal, Telegram, les messages Google RCS, Slack et Discord. Donc connectez vos comptes et ensuite vous les retrouvez ici. Vous allez soit pouvoir tout afficher au même endroit et avoir toutes vos conversations de cette manière, ou alors moi ce que j'aime faire, afficher uniquement les messages non lus. Comme ça je vois très rapidement les personnes à qui j'ai besoin de répondre, ceux que je n'ai pas encore fait. Je me fais toute la liste et une fois que je n'ai plus aucun message dans cette catégorie, je sais que j'ai répondu à tout le monde sur tous les réseaux. Donc voilà, même si je vous ai flouté les conversations, je pense que vous comprenez le principe de Beeper. C'est extrêmement pratique quand, comme moi, vous avez plein de comptes un peu partout finalement. C'est super pratique puisque maintenant tout est regroupé au même endroit. Et moi ce que je fais, c'est qu'à plusieurs moments de la semaine, je m'ouvre Beeper et allez c'est parti, je réponds à tous les messages que j'ai de tout le monde sur toutes les applications. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Je sais que j'ai pensé à tout et au final, je ne vais plus jamais sur les messageries sur mon téléphone. Voilà, avec Beeper, je suis beaucoup moins distrait par tout ça sur mon smartphone et je suis aussi beaucoup plus efficace pour répondre à ces messages, puisqu'en le faisant au clavier de l'ordinateur, c'est largement plus simple et rapide que de le faire à la main au clavier du smartphone.
Et les conversations, ce sont plus ou moins les mêmes que celles que vous auriez sur l'écran de votre smartphone. Vous allez pouvoir mettre des stickers, envoyer des emojis, mettre des réactions, envoyer des photos, des vidéos. Vraiment, on n'est pas plus limité que si on le faisait sur smartphone. J'ai juste remarqué que les sondages WhatsApp, ils déconnent, donc voilà, là pour ça, je suis obligé de revenir sur le smartphone. Mais sinon, voilà comment ça marche. Une fonction que je trouve intéressante, par exemple, c'est de placer certaines conversations de groupe en low priority. Donc ça, vous le faites pour des groupes Messenger ou des groupes WhatsApp dans lesquels tout le monde parle toute la journée et que vous n'avez pas besoin forcément de toujours répondre à tout. Ça les place en faible priorité, ça les enlève de vos conversations principales et vous les retrouvez ici. De temps en temps, vous passez, vous venez jeter un œil et vous n'êtes pas distrait par tout ça parmi les conversations beaucoup plus importantes que vous pouvez avoir dans Beeper. Donc franchement, l'application est super complète, les développeurs ont pensé à beaucoup de choses, c'est très bien fait franchement. Pour l'instant, Beeper est totalement gratuit, donc profitons-en, ils appartiennent à une plus grosse boîte qui peut se le permettre de le rendre aujourd'hui gratuit. Mais voilà, faut pas se leurrer, dans le futur, certaines fonctionnalités passeront sans doute sous le coup du premium, ou alors ils fonctionneront avec un système d'abonnement, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, profitons-en tel qu'il est, puisque c'est une super application extrêmement pratique. Ensuite, une petite application toute simple, mais super utile, que j'adore, c'est cette petite icône calendrier ici dans ma barre des menus, qui m'affiche, vous le voyez, les événements à venir de ma journée, événements qui sont renseignés dans mon calendrier. J'ai comme ça le détail avec l'heure à laquelle cet événement est prévu. Et voilà, ça m'évite tout simplement d'ouvrir mon application calendrier sur mon Mac, ou alors de regarder ça sur mon iPhone, ou même, je sais pas, d'avoir un widget qui m'afficherait ces éléments. Là, non, ils sont masqués et d'un simple clic, je les mets sous mes yeux lorsque j'en ai besoin. Voilà, je peux aussi avoir un raccourci pour ouvrir mon application calendrier et dans les réglages de cette application, je vais pouvoir afficher, si je le souhaite, l'heure de fin des événements, mais je trouve que ça surcharge un petit peu trop le menu. Moi, je l'avais désactivé, j'ai uniquement l'heure de début, ça suffit. Voilà, vous avez quelques petites options ici. Vous pouvez bien évidemment aussi choisir les calendriers que vous souhaitez afficher. Moi, j'ai mon calendrier pro et perso, mais vous pouvez en mettre qu'un si vous avez envie. Voilà comment ça se présente, c'est vraiment une toute petite application extrêmement simple, c'est évidemment gratuit. L'application s'appelle Today, vous la retrouvez sur l'App Store je crois, je vous mettrai comme tout le reste un lien dans la description de la vidéo. Pour finir, j'ai trouvé la meilleure solution pour agrandir des images et gratuitement. Regardez-moi ça, alors, franchement c'est impressionnant. Alors je sais que plein de sites et de services proposent ça, mais souvent il faut s'inscrire, la plupart utilisent de l'intelligence artificielle et ça a un coût pour eux, du coup c'est toujours sous forme d'abonnement ou alors le nombre d'images que l'on peut agrandir est limité, c'est un peu relou. Du coup moi j'utilise Upscale qui est disponible sur Windows, macOS et Linux, et son gros avantage à lui c'est qu'il utilise la puissance de notre ordinateur pour faire l'agrandissement. Tout reste en local, c'est aussi pour ça qu'il est gratuit. Super, et ça évite aussi d'envoyer nos images sur des serveurs externes, on sait pas trop ce qui s'y passe. Donc si vous avez besoin d'agrandir des photos perso, c'est aussi un bien meilleur moyen de fonctionner, je trouve. Donc comment ça marche tout ça? C'est très simple, Prenons par exemple cette photo ici, si je la prévisualise, vous voyez qu'elle est minuscule, elle est en très très faible définition. C'est du 240 par 320 pixels, donc tout petit, il n'y a pas grand chose à faire avec ça, à part l'agrandir. Donc on va la glisser dans Upscale tout simplement, hop. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est définir le facteur d'agrandissement que je souhaite appliquer à mon image. Donc est-ce que je veux l'agrandir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois peut-être? Donc vous avez ce curseur ici, mettons un agrandissement 5 fois, ça me ferait passer de 240 par 320 à 1200 par 1600, donc là ça fait une très belle image. Et on peut aller même au-delà. Vous voyez qu'on a une petite alerte qui nous dit que ça peut causer des problèmes de performance sur les ordinateurs, mais à moins d'en avoir un très ancien, ça marche très bien, vous pouvez aller bien au-delà. Là, on va faire un agrandissement x6. C'est parti, ça prend quelques secondes et voilà, j'ai le avant-après. C'est toujours aussi bluffant quand je vois le résultat. Regardez le détail sur les yeux, sur les moustaches. On a une image qui a été agrandie 6 fois et on a à présent une image en haute définition. Voilà, vous pouvez l'exploiter cette image, vous pouvez peut-être même pourquoi pas faire des impressions avec ça. Et si c'est pour de la publication sur les réseaux sociaux, pour des articles en ligne,
vous pouvez reprendre des images en très mauvaise qualité et les agrandir et en obtenir de très bonnes de cette manière. N'importe quelle image que vous trouvez, même si elle est dans une qualité dégueulasse, eh bien, elle peut devenir exploitable grâce à cette méthode d'agrandissement avec Upscale. Moi, mon fond d'écran que vous voyez depuis le début de cette vidéo, là par exemple, c'est tout simplement une capture d'écran d'une image que j'ai trouvée en basse qualité sur internet. Je l'ai agrandi avec Upscale et ça me fait un fond d'écran haute définition, vous voyez que c'est trop bien. Jusqu'à présent, peut-être que vous faisiez comme moi, lorsque vous aviez besoin de trouver une photo en haute définition dans Google Images, vous étiez obligé d'aller dans Outils et de spécifier que vous vouliez uniquement les grandes images. Mais là, ça restreint beaucoup plus nos choix, il n'y a pas forcément celle que l'on veut en haute définition. Bien maintenant qu'on a Upscale, on se pose plus du tout la question. On trouve une photo qui est sympa, hop, celle-là par exemple, et bah pas de souci. On la télécharge, et si elle est en basse définition, c'est pas grave. On va la passer dans Upscale et on va corriger tout ça. Là, c'était du 375 par 525 pixels, donc une petite image très peu définie. Avec Upscale, on va arranger ça. Donc là, on va faire un agrandissement, allez, x10. On l'a pas fait encore celui-ci, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez la définition que ça va nous donner. Et voilà, le résultat est quasi instantané parce que j'ai un Mac puissant. Mais regardez encore une fois la différence, le avant-après, il est bluffant. Là, on a une image qui est parfaitement exploitable pour en faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez vous en faire un fond d'écran par exemple, et bah voilà une bonne technique. Voilà des exemples d'utilisation que vous pouvez faire avec Upscale, mais même si vous aviez d'anciennes photos de famille par exemple, pris avec des vieux appareils, les premiers appareils photo numériques par exemple, et ben passez-les dans Upscale, vous allez avoir des sacrées surprises. C'est un incroyable logiciel, et gratuit. Pour l'installer, je vous mets un lien juste en dessous en description de vidéo, comme pour toutes les autres applications dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et bah voilà, si vous aussi vous en connaissez d'autres qui sont super, eh bah n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, je pense que ça en fera découvrir de très bonnes à beaucoup de monde. Et puis sinon, si vous en voulez encore d'autres, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube qui vous présentent d'autres applications que je trouve géniales. Allez regarder tout ça. Salut!